Alors, j'avais choisi moi aussi hein, de démarrer comme ça nous avait été suggéré au départ sur alors à la fois une citation et puis même plus largement un travail de Martin. Alors, je ne travaille pas sur les Plantagenets, je ne travaille pas sur Aliénor, je ne travaille pas sur la Catalogne, donc il a fallu essayer de se raccrocher aux branches comme j'ai pu, parce que je tenais quand même à participer. Donc, je vais voir du côté de l'épée, et en démarrant notamment sur cette citation qui est très très courte. Alors, j'en reprendrai d'autres, des citations de Martin, mais celle-ci qui est très courte, les parents passent, le fer demeure, qui résume en fait la double dimension qui reprend beaucoup d'éléments et qui renvoie à la fois à la matérialité et à la symbolique de l'épée, qui est à la fois un objet et un symbole. Un objet qui, en contexte archéologique, et ça n'est pas anodin, survit, puisque le fer survit. Alors, il peut survivre dans des états plus ou moins abîmés, mais contrairement au bois, par exemple, ou au tissu. Et le fer, c'est aussi l'expression métonymique hein, qui est employée en littérature pour évoquer justement l'épée, l'arme des puissants sur laquelle je vais revenir. Et les sagas islandaises donc des XIIIe, XIVe siècle ne font pas exception. On y voit des fers, c'est-à-dire des épées. On y voit aussi toutes sortes d'autres armes, des haches, des flèches, des lances. Alors, cette omniprésence dans les récits peut nous donner l'impression hein, vraiment d'une arme qui serait très largement brandie sur les champs de bataille. Une des questions que je vais me poser, c'est de se demander si justement il n'y a pas là un effet de source. Vous sentez que la réponse est déjà un peu ma question. Et surtout revenir sur le poids de l'épée dans les imaginaires à la fois médiévaux et contemporains. Puisque ça va être l'occasion, effectivement, Michel l'a un petit peu annoncé, hein, d'ouvrir à la fin de ma présentation sur les réflexions médiévalistes hein, qui étaient chères à Martin Aurèle, je pense plutôt sur la fin de sa carrière, et notamment autour de la question de l'épée. Donc, il ne s'agit pas du tout de reprendre tout le dossier que Martin avait déjà bien traité dans son ouvrage, hein, dont je vous ai remis la couverture sur le PowerPoint, mais plutôt d'essayer de proposer un prolongement, en fait, centré sur une matière particulière, qui est la matière nordique, que Martin aborde dans son ouvrage, mais sur laquelle je vais vraiment me recentrer mon propos. En abordant d'abord les questions vraiment matérielles, et puis ensuite, dans un second temps, plutôt les aspects symboliques. Alors, où est-ce qu'on trouve, déjà pour commencer, où est-ce qu'on trouve des épées vikings, des épées nordiques? Alors, l'archéologie, comme les textes, renvoie assez souvent à des épées enfouies, alors dans un sens très large, enfouies sous la terre ou enfouies sous les eaux. Et le motif de l'ouverture ou de la réouverture de la sépulture d'un guerrier prestigieux, parfois à Rome, pour déterrer une épée est un motif qui revient dans plusieurs sagas. Je n'ai pas fait une liste exhaustive, je vous en ai cité deux. La saga de Grettir, où un personnage, effectivement, viole plusieurs théâtres funéraires pour aller chercher des richesses, et notamment une épée ancestrale. Et c'est un motif qu'on retrouve aussi dans la saga de Rimund, hein, où on a ce motif de l'épée qui est préservé par le défunt, qui est devenu une sorte de mort-vivant, ce qu'en normand on appelle le Drogel. Et donc là, en plus, il y a l'intervention de ce personnage en partie magique et fantastique hein, qui défend son épée. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est très bien, mais ça relève vraiment de la littérature et du fantasme, en très grande partie, mais l'archéologie a confirmé hein, qu'il y avait effectivement des pratiques qui existaient, notamment ce que les Norvégiens appellent Aufbrot, c'est-à-dire littéralement l'ouverture d'un théâtre. Alors, la difficulté, c'est que les circonstances, les motifs d'un tel acte hein, sont en général assez confus, mais c'est par exemple quelque chose qui a été pratiqué pour une tombe qui est assez connue, qui est la tombe Avato d'Osberg, qui est une sépulture double féminine hein, qui se situe dans le fjord de Sogn, qui a été fermée vers le milieu du IXe siècle et qui a été réouverte à la fin du Xe siècle, probablement sous le règne et peut-être même à la demande du roi des Danois, Harald Hardrada. Je vais vous épargner tous les détails puisque ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, mais c'est probablement à l'occasion de cette réouverture que tous les objets statutaires et précieux, notamment les bijoux,
ont disparu, puisqu'il n'y a plus de bijoux dans cette tombe quand on l'a rouverte au tout début du XXe siècle. Alors, pénétrer dans une sépulture, ça n'est pas toujours motivé uniquement par le vol. Il peut y avoir d'autres enjeux, comme désacraliser la sépulture et donc essayer de mettre à bas l'individu, le groupe qui y a derrière l'individu qui est intégré là. Il peut aussi y avoir d'autres volontés, réinhumer le défunt ailleurs, par exemple dans un contexte de conversion et de christianisation, ou, et c'est surtout ça qui va m'intéresser aujourd'hui, récupérer un héritage et des objets symboliques, et en particulier récupérer l'épée. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire intervenir des morts-vivants ou des tertres funéraires faisant quasiment 10 mètres de haut pour en faire une épée, et on en retrouve aussi dans des tombes qui sont un petit peu moins impressionnantes, avec des défunts qui peuvent être aussi moins inquiétants. C'est par exemple le cas de l'épée qui a été retrouvée dans une tombe, par exemple de la Norvège, près de Tundra, en 2020. Je crois que je vous ai mis le terme. C'est une tombe qu'on a datée du IXe siècle et qui renfermait aux côtés du corps tout un arsenal de guerre. Alors là, on rejoint un petit peu, justement, on l'évoquait tout à l'heure, la fameuse tombe de Birka. Il n'y a pas juste une épée, il y a une épée, une hache, une lance, un bouclier. Donc il y a vraiment la totalité. Mais ce que plusieurs chercheurs ont bien mis en évidence déjà depuis quelques années, c'est qu'il y avait en la matière énormément de nuances régionales. Et que par exemple, là aussi je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la présence d'une épée en contexte funéraire est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment en Norvège qu'au Danemark. Au Danemark, c'est quelque chose qui est assez rare. Ça ne veut pas forcément dire qu'on utilisait moins l'épée sur les champs de bataille et dans les combats en territoire danois. Ça témoigne vraisemblablement de rites funéraires qui sont différents en fonction de régions, et ça rejoint aussi toute la question de la symbolique de l'objet ou des objets qu'on choisit d'inhumer à côté du défunt. Donc ça, c'est une première possibilité. On peut enfouir l'épée sous la terre, mais on peut aussi l'emboutir dans les flots. Et alors là, il y a tout un imaginaire probablement plus foisonnant encore que pour l'épée qu'on mettrait dans un tertre funéraire qui s'ouvre à nous. L'imaginaire populaire s'est bien entendu très largement cristallisé autour de la légendaire Excalibur, dont je ne vous parlerai pas en détail aujourd'hui, mais avec le motif de l'épée qui est jetée au fond du lac. Alors l'archéologie pour le monde scandinave témoigne de pratiques qui sont un peu moins épiques, il n'y a pas de dames du lac qui interviennent, mais qui devaient quand même être très spectaculaires. Et c'est l'image que je vous ai mise ici sur le PowerPoint, l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande collection d'épées romaines, a été retrouvée de l'autre côté du Limes, en territoire danois, au fond d'un ancien lac, à Illénobrodal. Et ça correspond à un dépôt votif qu'on date des 3e, 4e, 5e siècles, et dans lequel on a retrouvé plus de 200 épées et autres armes qui ont donc été littéralement jetées dans le lac, au fond du lac, à la fin d'une victoire militaire sur les Romains, vraisemblablement pour remercier les dieux de cette victoire. C'est une pratique qu'on retrouve assez largement parmi les populations germaniques et qui sidère les Romains. Je vous ai mis un seul exemple qui témoigne assez bien de cette incompréhension. C'est un extrait de Paul Rose qui relate donc, dans son histoire contre les païens une très lourde défaite romaine au tout début du IIe siècle par des tribus germaniques, et où il relate justement ce qu'il appelle un sacrifice expiatoire nouveau, alors nouveau pour lui en tout cas, et insolite. Donc tout a été jeté au fond. Ici, c'est pas un lac, mais un fleuve, mais l'idée est la même. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, on va considérablement nuancer parce que dans la réalité, la plupart des lacs et des tombes scandinaves ne renfermaient pas d'armes et encore moins d'épées. Contrairement à d'autres objets, comme par exemple le petit couteau, ou même d'autres armes, comme par exemple la lance, l'épée reste une arme exceptionnelle, et cela renvoie à sa connotation statutaire. C'est l'arme qui est avant tout celle des puissants, celle de l'élite.
Donc ça, c'est quelque chose que justement Martin développe bien dans son ouvrage. Les textes, comme les données archéologiques, comme l'iconographie, laissent assez peu de doute. L'épée a un statut spécifique dans le monde scandinave, comme plus largement dans l'ensemble du monde germanique. Pour des raisons déjà matérielles. Je le rappelle rapidement, mais une épée, c'est quelque chose qui est très coûteux à forger parce qu'elle nécessite pas mal de minerais de fer, elle nécessite un minerai de fer de qualité et elle nécessite un forgeron avec un savoir-faire. Donc tout cela fait que tout un chacun ne peut pas se procurer une épée et à plus forte raison une épée de qualité. Alors, plusieurs passages de la dite tapisserie, en fait une broderie, peu importe, de Bayeux, mettent en scène justement un souverain tenant son épée. Et je trouve que cette œuvre, alors qui n'est pas scandinave à proprement parler, puisqu'on est dans un contexte qui est clairement normand, mais quand même intéressante parce qu'il y a plusieurs scènes qui mettent en scène une épée, ou qui au contraire n'en mettent pas en scène. Et c'est tout aussi intéressant dans certaines situations, avec une symbolique très forte. Alors, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que l'épée apparaît dans des épisodes qui sont associés à des moments rituels, solennels, lorsqu'on reçoit un messager, lorsqu'on fait un serment, lorsqu'on se rend pour parler. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la position de l'épée, ce qui permet, à mon sens, de distinguer dans pas mal de situations l'arme du symbole d'autorité. Lorsqu'elle est portée à la verticale, dressée vers le ciel, contre l'épaule de son détenteur, ce qui est ce que vous avez ici sur les deux scènes que je vous ai mises pour le duc de Normandie Guillaume, eh bien, on est clairement dans un symbole d'autorité. On a également une autre, sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite. Dans une autre scène, là aussi, il y a une autre symbolique intéressante. Les deux épées apparaissent. Il y a l'épée du détenteur de l'autorité et il y a inversement l'épée du comte de Ponthieu qui est en train de discuter avec Guillaume. Et là, le rapport de force et les positions statutaires de chacun sont rappelés par la position de l'épée, puisque le comte, lui, la conserve dans son fourreau, pointe vers le bas, quand le roi la maintient dressée vers le ciel. Inversement, au cours d'une bataille, l'épée est pointée plutôt à l'horizontale, assez logiquement droit devant, en direction de l'ennemi. Et là, on retrouve davantage l'instrument de guerre. Donc, tenir son épée verticalement, pointe vers le ciel, et donc pointe vers Dieu, revient en fait à l'arborer comme un sceptre. Je vous ai mis ici le parallèle entre deux vignettes. Sceptre qu'on retrouve dès la première scène, avec le roi Édouard en majesté. Et là, en fait, je peux clairement interchanger l'épée ou le sceptre. On a des scènes qui sont assez similaires. Et donc, lorsque le sceptre n'est pas représenté, c'est l'épée qui est choisie et qui, en fait, permet d'ajouter au symbole d'autorité une connotation guerrière que ne véhicule pas le sceptre. C'est probablement cette dimension symbolique qui explique, ou qui au moins contribue à expliquer que le personnage qui est présenté comme le parlure dans cette œuvre, c'est-à-dire le roi Harold, soit très peu associé à l'épée. Il est très rarement représenté avec l'épée. Alors, je vous ai mis une des rares scènes où il apparaît avec l'épée, c'est la scène 21, mais elle est peu visible. Elle pend sur le côté gauche, dans son fourreau. Et vous le voyez, la scène 30, qui est la scène du couronnement, mais il ne la tient pas directement, c'est un personnage qui la tient pour lui. C'est assez cohérent aux yeux des partisans de son adversaire, c'est-à-dire le duc Guillaume. Et c'est dans l'entourage du duc Guillaume que la broderie a été réalisée. Harold reste un usurpateur qui est donc indigne d'être représenté en majesté, pointant son épée vers le ciel, comme ça peut l'être pour Guillaume. Je referme la parenthèse normande, mais j'y reviendrai, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de sources iconographiques, et celle-ci est particulièrement riche. En contexte funéraire aussi, bien entendu, l'épée connote le prestige, le pouvoir, et un certain nombre d'exemplaires qui sont déposés dans les tombes sont en réalité souvent des armes d'apparat, bien plus que des instruments qui ont servi sur le champ de bataille. Et c'est particulièrement le cas de ces trois épées aux pommeaux, elles sont abîmées, mais aux pommeaux très richement ouvragés, qu'on a retrouvés dans la tombe à Vato du milieu du IXe siècle,
qui se situe du côté du port marchand de Hellevoetsluis, donc dans l'actuel Schleswig-Holstein, au nord de l'Allemagne. C'est probablement une tombe royale. On ne sait pas très bien qui est enterré là. Mais non seulement ce ne sont pas n'importe quelles armes, ce sont des épées, mais en plus ce ne sont pas n'importe quelles épées. N'importe quel objet, ça vaut pour l'épée, mais ça vaut pour tous les autres objets, hein, lorsqu'il est placé dans une sépulture, il change de nature. Et donc l'artefact guerrier ou utilitaire revêt des connotations symboliques, et c'est là que ça devient compliqué, qui ne sont pas toujours faciles à interpréter. Alors l'épée n'attend pas la mort de son propriétaire pour dépasser le simple rang d'instrument de guerre. C'est la citation ici de Louis de Martin qui rappelle que c'est un symbole de domination, et ce, bien avant le développement de la chevalerie. Et donc à ce titre, l'épée entretient des liens personnels très forts avec son possesseur. C'est en fait plus qu'un instrument, c'est une amie, c'est une partenaire du guerrier. Dans la littérature anglo-saxonne et nordique, elle fait partie de l'identité du héros, mais c'est également quelque chose qui apparaît, on peut voir à travers les tombes quand on regarde la position de l'épée. Elle est généralement très près du corps, souvent prise dans un bras, plutôt le gauche, avec la garde près de la tête ou des épaules. Donc il y a vraiment l'idée d'une compagne plus que d'un simple objet. Si on compare avec la position du couteau, au contraire, il a une dimension qui semble rester plus utilitaire. On le retrouve en général près de la hanche gauche, parce que le défunt le portait vraisemblablement à la ceinture lors de l'inhumation. Donc il y a un lien très particulier qui se noue entre le guerrier et son épée, à tel point que certaines épées, ça je pense que vous le savez tous, mais avaient un nom, qui est assez exceptionnel quand on compare par rapport au reste de l'arsenal guerrier. Il y a peu d'autres armes qui se voient ainsi gratifiées d'un nom. Un nom qui, je vais en revenir à mon titre, qui est généralement doté d'une signification. Gram, par exemple, l'épée qui permet au héros Sigurd de tuer le dragon Fafnir, renvoie à la colère ou à la fureur en norrois. Alors, parfois, le nom donné est quand même plus énigmatique. C'est assez facile à traduire, mais c'est plus compliqué à interpréter. Je reprends l'exemple de Mistelstein. Ça signifie le gui, la plante. Alors, la fureur, pour une épée, on voit la logique. Le gui, on la voit peut-être moins. Encore que le gui est une plante au feuillage persistant qui résiste même au gel. Il a peut-être la même connotation qu'avec le fer qu'évoquait justement Martin dans la citation initiale. Le gui, c'est ce qui, à l'image du fer, survit à travers les saisons, à travers les années. C'est une arme tellement prestigieuse qu'il arrive, et là aussi c'est quelque chose qui est exceptionnel, que le forgeron, fort de son prestige et fier des lames qu'il a pu fabriquer, y grave son nom. C'est une pratique qui va, et là je cite Martin qui a évoqué cette question, qui va à l'encontre de l'anonymat de la plupart des artisans médiévaux, ce qui est vrai. La plupart des orfèvres n'ont pas laissé leur nom et leur trace sur l'objet. L'exemple le plus emblématique, mais qui reste un unicum dans l'histoire, mais en tout cas moi je n'en connais pas d'équivalent, c'est celui des épées dites Ulfbert, simplement parce que c'est le nom qui apparaît, alors vous ne voyez peut-être pas très bien, mais qui apparaît sur la lame. Et c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce que la renommée a fini par dépasser la figure de l'artisan initial, ce qui est quelqu'un qui, à l'origine, s'est appelé Ulfbert, peut-être. La tradition des épées Ulfbert a duré et a perduré bien au-delà de cet artisan. C'est un nom qui est gravé sur des lames généralement de très grande qualité, et donc ce nom renvoie peut-être à l'origine aux premiers exemplaires forgés par un artisan qui aurait eu ce nom vers le milieu du IXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est toute une littérature. Je vous donne vraiment juste les grandes lignes, mais pendant à peu près 2 siècles, des épées Ulfbert originales, mais aussi des copies de moins bonne qualité, ont circulé dans toute une partie de l'Europe du Nord. Et en fait, le nom Ulfbert est devenu une sorte de marque de fabrique, de gage de qualité, y compris lorsqu'on mettait sur des lames d'un peu moins bonne qualité, pour essayer de faire passer en fait cette idée. Bref, tout dans l'épée est exceptionnel, ce qui explique aussi la place particulière qu'elle occupe au sein de l'héritage familial. Une épée a un nom, elle a aussi une histoire.
Elle véhicule des souvenirs, elle porte une partie des qualités ancestrales, ce qui explique l'importance du thème de la transmission de l'épée dans les sagas. Je vous ai remis là aussi une citation de Martin qui revient sur cet aspect-là, qui souligne à quel point elle peut devenir la gardienne de la mémoire au sein d'une famille. Ce qui explique l'importance de transmettre l'épée, de transférer l'épée, s'emparer d'une épée par la force ou pas par la force, c'est aussi une façon de s'approprier la légitimité qu'elle incarne. Et donc le thème du héros qui réclame une épée ancienne est un topos assez fréquent dans les sagas. Il y a vraiment l'idée de cette légitimité familiale et ancestrale, de se rattacher, de se relier à une tradition familiale illustre, bref, de légitimer son statut d'héritier. Alors bien entendu, c'est encore plus important quand ce statut peut être menacé ou contesté. Je vous prends un seul exemple dans la saga de Gumbu. Le défunt roi, alors on retrouve l'image du revenant, le défunt roi sort en personne de son tertre funéraire, de son surpris, pour donner un équipement militaire complet à son futur beau-fils. Et tout est en fait dans ce lien de parenté, et lui recommande de prendre grand soin, en particulier d'un objet, grand soin de l'épée. Et ce faisant, en réalité, le rend pleinement légitime et lui permet d'intégrer pleinement la famille. Donc, on transmet une arme, on transmet également le pouvoir qu'elle symbolise. Et là, j'en reviens à la troisième épée que j'évoquais dans mon titre, qui est Danslage, qui est évoquée par Snorri Sturluson, et qu'on peut littéralement traduire par le lait de Den. Il y a vraiment l'idée de la transmission dans le nom même de cette épée. Donc, l'épée symbolise la puissance d'un groupe, et cette puissance peut se transmettre. Et donc finalement, la principale qualité d'une épée, ça n'est pas tellement son tranchant, la qualité de sa lame ou l'ornementation de son pommeau, mais son ancienneté, le fruit d'un héritage et d'une transmission sur plusieurs générations. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi l'enfouir dans un tertre ou pourquoi la jeter au fond d'un lac s'il faut la transmettre. C'est une pratique qui, en réalité, n'était probablement pas habituelle, mais qui correspond à des exceptions et à des moments de crise, à des moments où on peut se permettre, ou alors on doit se permettre, d'interrompre cette transmission parfois déjà plurigénérationnelle. Dans le cas de l'ultime représentant d'une lignée, par exemple, ou dans le cas qui nécessiterait de réaffirmer les liens, la force d'un lignage dans une période de crise, une période de contestation. Placer une épée dans une sépulture a probablement eu des connotations variées en fonction des contextes, et je pense qu'il faut renoncer à une interprétation unique et univoque. Ce qui est certain, c'est qu'elle témoigne de la puissance et que son usage s'inscrit dans des pratiques compétitives et ostentatoires qui prennent une signification accrue et une force accrue lorsque la position du groupe est fragilisée. Et donc, on éprouve d'autant plus le besoin de prouver la puissance d'un groupe quand ce groupe traverse une crise. Et donc, là, enfouir l'épée avec son possesseur n'empêche pas, on l'a vu, de venir la rechercher jusque dans les tréfonds de la terre si on en a besoin. Alors, les armes les plus utilisées par les Scandinaves n'étaient en réalité, après avoir dit tout ça, pas les épées. C'était plutôt les haches, mais surtout en réalité, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite figurine, parce qu'elle est de haches et l'épée, mais en réalité, c'était surtout la lance, qui était beaucoup moins coûteuse à fabriquer et à réparer. Une pointe de lance nécessite beaucoup moins de métal qu'une épée ou même qu'une lame de hache. J'en reviens à ma broderie Bayeux rapidement. Bien des scènes de bataille, ne mettent en scène que des lances, y compris au moins des cavaliers, et donc vous avez beaucoup plus de lances finalement que d'épées. J'en reviens au monde scandinave, un des attributs du dieu Odin, le dieu guerrier par excellence et figure tutélaire des élites martiales, n'est pas l'épée, c'est la lance. Une lance qui d'ailleurs, comme les épées les plus prestigieuses, porte un nom, l'Ylir, tandis que le fils d'Odin, Thor, ne se bat lui non plus pas à l'épée, mais avec l'arme du forgeron, qui est le marteau, Mjolnir. Donc, dans la mythologie nordique, aucune divinité majeure n'est associée à l'épée, mais il n'en demeure pas moins que dans les sagas, c'est l'arme du héros, qui annonce la destinée exceptionnelle de son porteur. C'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois dans la littérature, non, je vais trop vite, à la fois dans la littérature nordique et plus largement dans tout un imaginaire. Il y a bien entendu un effet de source. Les sagas, comme les sépultures ostentatoires, nous renvoient à une élite
Et surtout, les sagas, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, sont modifiées au cours des XIIIe et XIVe siècles, dans un contexte différent. Donc, plus que jamais, l'épée est en train de devenir l'arme du chevalier, dans un contexte justement de chevalerie qui est en train de s'étendre, y compris au monde scandinave, avec des sagas très largement inspirées de la littérature courtoise et des chansons de gestes, comme une saga de Tristan et Isolde, rédigée au début du XIIIe siècle, qui tente d'intégrer l'idéologie courtoise et chevaleresque dans le contexte norvégien, et où on retrouve Tristan équipé d'une épée qui lui permet de tuer des ennemis, de tuer un dragon, mais également de séparer les deux amants dans la forêt lorsqu'ils sont surpris par le grand veneur. Ce motif de l'épée qui sépare les amants, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature courtoise, qu'on retrouve également dans les légendes de Sigurd, entre Sigurd et la Valkyrie Brunhild, et qui ensuite est venu envahir tout notre imaginaire. Je vous ai mis ici une image qui apparaît pas très clairement, mais du film de John Borman, où on a cette épée Excalibur qui vient séparer également Lancelot et Guenièvre. Donc là, l'épée devient la marque de l'interdit qui délimite l'espace pour ne pas franchir l'espace qui a déjà été franchi. Ce qui m'intéresse, c'est ici que l'épée se colore d'idéaux, de motifs chevaleresques qui correspondent à l'époque de rédaction des sagas, 13e, 14e siècle, et plus du tout en réalité à l'époque viking. Ce lien étroit, ce motif se part également donc, de connotations surnaturelles qui sont ensuite très largement reprises dans la littérature ou dans les œuvres de fantaisie, avec notamment le motif de l'épée brisée, de l'épée qui se transmet. Je ne développe pas, mais c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Le motif également de l'épée lumineuse qui matérialise et qui visualise ainsi la puissance de l'arme et par-delà de son porteur. C'est quelque chose qu'on va retrouver, là aussi je vais rapidement, mais aussi bien dans la science-fiction avec les fameux sabres laser de George Lucas, que dans la littérature ou les bandes dessinées de fantasy. Alors, vous connaissez peut-être pas cette bande dessinée qui est Lampust, mais voilà, le héros porte une épée magique qui émet de la lumière. C'est un motif qui existe dans la littérature scandinave, mais notamment dans le livre de la colonisation de l'Islande. Il y a effectivement un personnage qui se rend dans une tombe, et la tombe se trouve éclairée à un moment où l'épée est saisie à la lumière qui jaillit de l'épée. C'est un peu le seul exemple en réalité que j'ai trouvé. C'est un motif qui a beaucoup envahi nos imaginaires, mais qui en réalité est assez peu présent dans la littérature norroise. Et je pense que c'est un des aspects du médiévalisme. On a repris des motifs spectaculaires et visuels qui en réalité correspondent assez peu à ce qu'on peut retrouver dans nos sources et qui deviennent des emblèmes finalement de cette période médiévale assez méconnue de la part du grand public. J'en reviens à mes trois épées, Lanslev, Ram et Mistelstein, qui incarnent chacune finalement un aspect emblématique de l'arme, une épée infaillible, une épée brisée reforgée, une épée dévastatrice, qui sont associées à des puissances plus ou moins divines, ou du moins pas des êtres humains, des nains, une divinité comme Odin, ou encore des revenants qui reviennent d'entre les morts pour transmettre l'épée. Bref, qui ont souvent des liens avec la magie, et qui ont toujours des liens aussi avec le pouvoir. Et sa transmission, ce sont des instruments de légitimité et des outils mémoriels, qui sont des aspects que Martin avait déjà bien développés dans son ouvrage, et qui font désormais partie, que ce soit Excalibur, Durandal, Joyeuse, qui font désormais partie de l'héritage que nous lègue Martin. J'avais ouvert sur une citation de Martin qui était « Les parents passent, le fer demeure ». J'ai envie de terminer en disant « Les chercheurs passent, mais comme le fer, leurs écrits demeurent aussi ».